Frères et sœurs, nous fêtons une figure, j'allais dire, quasi légendaire de la charité. Non pas qu'il n'ait pas été charitable, mais il l'a été de façon tellement merveilleuse, simple et intelligente que c'est devenu la figure même de la charité et de la bonté. Et c'est Vincent de Paul, qu'on appelait Monsieur Vincent, puisqu'à cette époque-là, on appelait les prêtres, les curés, Monsieur, ce qui était quand même plus juste que Père, parce que lui ne prétendait pas avoir de la paternité sur les gens. Et donc, Monsieur Vincent, c'est un paysan. Et il est originaire de la région de Dax, et contrairement au nom qui lui est donné, c'est de Paul n'est pas du tout un titre de noblesse. Il était un paysan du tiers-état crotté avec la boue des territoires de là où vient notre évêque, là, Auch, Dax, tout ça, c'est des terres bien grasses. Et il était vraiment à même le sol, si je puis dire, et il s'appelait De Paul parce que les parents habitaient un petit lieu-dit qui s'appelait Paul. Donc les parents étaient surnommés De Paul. C'est à l'époque où on donnait des fois des noms familiaux qui étaient uniquement par l'origine, n'est-ce pas? Et donc le fils s'appelait Vincent de Paul, et il naît en 1581, c'est-à-dire au moment où la France est sur les genoux. C'est encore en pleine guerre de religion, ça se bagarre de partout, c'est dans une pauvreté, une misère incroyable un peu partout, etc. Et lui, au départ, je dois dire, c'est pas tellement une figure, comment dire, c'est pas une figure mystique, hein, Vincent de Paul. Bon, il fait partie de ces membres de la famille dont un doit être destiné à la cléricature. Bon, donc il y va, et à 19 ans, il est ordonné prêtre. Je ne sais pas quelles études il a faites, mais en tout cas, ça a dû le marquer parce qu'il s'est rendu compte que le plus urgent pour les prêtres, c'était de les faire étudier. Ça, à quelque chose, malheur est bon, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on croit que les prêtres n'ont plus trop besoin d'étudier, qu'il faut qu'ils soient bien dressés, mais pas nécessairement véritablement riches d'une expérience de sagesse, de vérité et de constat de la réalité. Mais lui, précisément, il voit la réalité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a une carrière tout à fait bizarre. Il est d'abord nommé curé à Clichy, et une des choses qui lui plaisait beaucoup à Clichy, c'était une paroisse où les paysans chantaient bien. Oui, parce que Clichy, c'était pas du tout ce que c'est maintenant, hein. C'était des chants autour de Paris, hein. Et il aimait beaucoup la paroisse de Clichy parce que les paysans chantaient très bien. Donc une paroisse qui chantait bien, et avec des voix de paysans qui devaient être peut-être de temps en temps un tout petit peu tonitruantes, mais peu importe, c'est que ça lui plaisait. Toujours est-il qu'il fait partie de ce clergé parisien qui est quand même assez soudé, etc. Et notamment, il connaît Bérulle, qui est la grande figure mystique. Alors lui, c'est du mysticisme à la puissance 15, mais Bérulle arrive à le caser précepteur chez les Gondy. Et là, Monsieur Vincent est précepteur des enfants Gondy. Ça a l'air de marcher pas trop mal. C'est le fameux patron des galères, n'est-ce pas, Gondy? Et donc, vous voyez, on peut s'attendre à toutes sortes de postes dans cette famille, y compris celui d'être aumônier des galériens. Et donc, il vit là-dedans, mais petit à petit, il découvre, il voit vraiment la misère de la France. Je pense qu'on ne peut pas comprendre Vincent de Paul si on ne voit pas son approche de la misère dans sa dimension sociale. Et c'est vrai que la France est épuisée
par tout ce qui s'est passé avec les guerres de religion. C'est vrai qu'en Lorraine et partout par là-bas, il y a encore les derniers contre-coups de la guerre de 30 ans. C'est vraiment pitoyable, hein. C'est presque comme l'Ukraine maintenant, hein. C'est dévasté. Et alors, le coup de génie de Vincent de Paul, c'est finalement assez simple, mais c'est extraordinaire. C'est, d'une part, oui, comme il est chez les Gondy, évidemment, il peut rayonner un petit peu dans la haute société parisienne, le Louvre, etc. Et petit à petit, il va se faire repérer, et malgré les réticences du Premier ministre, en l'occurrence le cardinal Mazarin, eh bien, il va faire partie finalement du Conseil du roi. Il faut dire que Mazarin a été exécrable avec Vincent de Paul. C'était sa tête de Turc, si je puis dire, ce qui à l'époque voulait dire beaucoup plus que maintenant. Et donc, il est allé au Conseil du roi. Et donc, il a vu comment c'était gouverné. Et c'est la première intuition de génie de Vincent de Paul, c'est que quand on est témoin de l'évangile, du souci des pauvres, etc., eh bien, on peut résister même au Premier ministre. Et donc, j'allais dire, Vincent de Paul n'est pas une figure soumise. Il n'est pas soumis au pouvoir politique. Et je pense qu'il faisait figure dans le Conseil d'une sorte d'indépendance en fonction non pas du désir du roi ou de la reine-mère, c'était aussi pendant la Régence plus tard, mais il tenait compte du fait que, eh bien, il fallait découvrir le royaume tel qu'il était et qu'il fallait le voir dans sa pauvreté et sa misère. Donc, le souci de la vérité. Je crois que c'est très important parce que de nos jours, les questions du rapport à la pauvreté sont souvent idéologiques. Il y a quand même un certain nombre de choses qui sont passées par là, y compris la lutte des classes et tout ça. Il ne faut pas voir Vincent de Paul dans cette perspective-là. C'est apprendre à découvrir la misère, c'est découvrir la réalité du monde et de la société. Et ça, je pense que c'est encore ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Non pas regarder la souffrance des autres comme la nécessité d'une révolution, il faut tout changer, les institutions, etc. Non, c'est voir en face, là où est la misère, et la soigner, et l'aider, et la consoler, et la porter là où elle est. Ça, c'est le grand message. Il faut dire qu'à cette époque-là, la misère, on ne s'en occupait pas beaucoup. Hein. Il n'y avait pas la Sécu, il n'y avait pas le RMI, il n'y avait rien de tout ça, n'est-ce pas? Et il n'y avait même pas l'hôpital, puisque vous savez qu'aujourd'hui, la charte fondamentale de l'assistance publique, on la doit à Vincent de Paul. On ne le dit pas trop, mais à cette époque-là, d'ailleurs, il n'y avait pas de trou de la Sécu. Et c'est extraordinaire parce qu'il avait vraiment réussi à instaurer un système d'assistance publique très, très rudimentaire, mais qui était vraiment bien, enfin, qui a quand même permis tout le déploiement de l'action de secours, de charité dans la société de l'époque, et ça a duré, ça dure jusqu'à maintenant. Le principe est le même. Et puis alors, la deuxième chose, donc ça c'est le problème un peu du retrait vis-à-vis du pouvoir politique. Le pouvoir politique n'est pas nécessairement le meilleur juge des choses qu'il gère. C'est subtil, hein, mais je pense que ça devait... Mazarin devait le détester pour ça, parce qu'il sentait bien que Vincent de Paul avait une approche plus intelligente et plus vraie et plus sage de la réalité du royaume de France que lui-même. La deuxième chose, c'était son côté, excusez-moi de l'expression, mais c'est vrai, son côté féministe. Contrairement à ce qu'on pense, au début du 19e, il y a eu quand même une certaine
mise en place du rôle des femmes dans la vie publique. Et moi, personnellement, je ne crois pas que c'est Catherine et Marie de Médicis qui l'ont favorisé, parce que n'ont pas laissé des souvenirs éblouissants ni attendris. Hein. Mais lui, il a vu que la dimension féminine de la relation aux autres, etc., pouvait apporter à la charité, au service des autres, et par le biais de l'Église et par le biais de communautés, pouvait apporter beaucoup plus que simplement le système bénéficiaire ou bénéficial qui était en pratique à l'époque. C'est comme ça qu'il a fondé les Filles de la Charité. Oh, je ne dirais pas que les Filles de la Charité, notamment sa fondatrice, Louise de Marillac, serait la Sandrine Rousseau de l'époque. Ça risque rien. C'était beaucoup plus intelligent que ce que fait Sandrine Rousseau. Et c'était pas MeToo. C'était vraiment l'idée que la femme, la figure féminine, pouvait vivre et agir dans la société de façon beaucoup plus indépendante que ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Alors il y en a deux qui ont vu ça. Le premier, c'est saint François de Sales, avec Jeanne de Chantal. Et simplement, lui, il voulait les visitandines, mais il s'est laissé berner par l'évêque de Lyon, qui lui a dit « Comment tu laisses les sœurs d'Annecy en goguette dans la rue, mais tu ne te rends pas compte ce qui va se passer, c'est horrible, etc. » Et du coup, il les a mis en cabane. C'est comme ça qu'on a les visitandines aujourd'hui, qui sont toutes complètement enfermées dans leur couvent. Précisément, Vincent de Paul n'a pas voulu de ça. Avec Louise de Marillac, qui avait peur de son ombre, parce qu'il faut quand même bien dire, c'était pas l'audace incarnée, Louise de Marillac. Eh bien, il a vu qu'on pouvait former des petites communautés où les femmes étaient indépendantes. Il n'y avait pas toujours sur le dos un aumônier ou un curé pour leur dire ce qu'il faut faire, pas faire. Et elles ont eu une véritable initiative. Et même à l'époque, je crois qu'on n'imagine pas ça, mais on n'imagine pas ce que ça veut dire, mais ça voulait quand même bien dire ce que ça voulait dire. À l'époque, Vincent de Paul leur disait, si on vous appelle au secours pour quelqu'un qui souffre, tant pis si vous êtes à l'office, vous y allez. Donc, Vincent de Paul faisait primer la nécessité de venir en aide pour ses sœurs et de prendre effectivement les devants pour aller rencontrer la misère de leur propre initiative, sans demander la permission. C'était d'autant plus paradoxal que, je veux dire, la pauvre Louise de Marillac, je vous dis, au départ, elle était absolument incapable de prendre des décisions, et c'est Vincent de Paul qui l'a propulsée, n'est-ce pas? Donc, la dimension féministe de la mission et de la création des femmes, des dames de la charité. Et puis, la troisième chose, alors là, c'est le plat de résistance, c'est qu'il a vraiment compris que les curés, ça n'allait plus du tout. Effectivement, c'était un système de bénéfices absolument scandaleux, et c'était à qui arriver à monter en grade pour gagner un peu plus, sans travailler plus d'ailleurs. Et donc, là, il a vu quand même que le clergé, surtout parisien, mais aussi le clergé provincial, encore pire le clergé provincial, il faut voir ce qu'était le clergé que soit à l'époque, c'était pitoyable. Le curé de la cathédrale ne savait plus un mot de latin, et comme il fallait faire la consécration en latin, il récitait l'Ave Maria. Donc, vous voyez le genre. Donc, il a vu qu'il fallait absolument essayer de ressaisir, pas simplement du point de vue du savoir, mais du point de vue d'un certain art de vivre comme Pasteur. C'est un grand maître en théologie pastorale, Saint Vincent de Paul. Parce que précisément, il a compris que cette société où, j'allais dire, automatiquement, quand il y avait 5 enfants, il fallait en mettre au moins un dans les ordres, et qui allait recevoir des bénéfices en fonction de la façon dont la famille était amie de la famille royale, ça ne pouvait plus continuer comme ça. Et donc, il a commencé les séminaires. Mais je dois dire que je ne suis pas sûr qu'on soit resté très fidèle à son intuition.
En tout cas, l'idée pour Saint Vincent de Paul de l'intuition des séminaires, c'était quoi? C'était de dire, je ne vais pas, vu la population à laquelle j'ai affaire, je ne vais pas les mettre dans des milieux fermés. Mais je vais demander simplement que pendant 2 ou 3 ans qui précèdent l'ordination, ils fassent une retraite de 1 semaine, puis 15 jours, puis 3 semaines, pour essayer de comprendre ce qu'est véritablement la responsabilité qu'ils vont recevoir lorsqu'ils vont devenir prêtres. C'était très modeste, et aujourd'hui, bon, même, c'est plus du tout le système de formation de séminaire, mais ça n'empêche que c'est ça qui a pris. Et c'est finalement ça la grande lucidité de Vincent de Paul. C'est qu'on ne fait pas des réformes et des transformations de la société par le pur jeu de l'autorité. Il faut donner le goût à ceux à qui on confie des responsabilités d'en avoir le goût. Sinon, ça ne sert à rien. Et sinon, c'est toujours transformé en système autoritaire. Le père machin a dit que, la père truc et la mère supérieure a dit ça aussi. Ça, évidemment, c'était exactement l'inverse de ce que pensait Vincent de Paul. Il pensait effectivement que l'ouverture du cœur à la réalité même de la responsabilité pastorale était le seul moyen, effectivement, d'entrer et d'avancer dans la, disons, christianisation, de la redécouverte de la foi après cet immense traumatisme qui a été la rupture entre le protestantisme et le catholicisme à cette époque. Alors je crois qu'on peut quand même lui demander, je crois qu'il peut beaucoup nous inspirer aujourd'hui. C'est comme ça qu'il a voulu vraiment nous partager, et je crois que même si c'est diversifié dans différentes manières d'être au milieu de la société, c'est quand même toujours le même principe qui est derrière, c'est le fait de découvrir et d'aider à découvrir la vérité même de ce que nous sommes comme le lieu d'exercice de la charité et de l'amour du prochain et de l'amour de Dieu.